Une femme noire, envoyée par correspondance à un homme qu'elle croyait être son avenir, fut rejetée à cause de la couleur de sa peau, jusqu'au jour où un riche fermier changea le cours de son destin. « Tu es bien Amara Wilson ?» demanda l'homme en avalant difficilement sa salive, le teint soudain blême, comme s'il voyait un fantôme en plein jour. « Ça ne fonctionnera pas, tu ne m'as pas dit que tu étais noir, balbutia-t-il. Amara termina à sa place, la gorge serrée, debout sur le quai de la gare. Le chapeau délicat qu'elle avait choisi pour leur rencontre semblait désormais dérisoire face à l'humiliation. 3 semaines de voyage, 6 mois de lettres enflammées, une malle pleine d'espoir. Tout cela s'effondra dès qu'Harold posa les yeux sur elle. « Dans tes lettres, tu écrivais si bien, j'avais imaginé, dit-il, reculant, les fleurs se fanant entre ses doigts moites. Tu aurais préféré que je t'avertisse, souffla-t-elle. Te dire quoi? Que ma peau est noire, mais que mon cœur est aussi sincère que le tien. Tu ne m'as jamais posé la question. » Les passants observaient la scène avec curiosité. Dans la petite ville de Riverbrook, une femme noire bien mise, publiquement rejetée par un homme blanc, devenait un spectacle. « Vous comprenez, ma position, la communauté d'ici, c'est ma vie, » murmura Harold. « Je peux payer votre billet de retour. Vous êtes instruite, je suis sûr que vous comprendrez. » Un frisson parcourut Amara, non de tristesse, mais d'une colère froide. Dans ses lettres, Harold s'était décrit comme un veuf de 45 ans, solitaire, en quête d'amour et de compréhension. Jamais il n'avait mentionné que son cœur avait des préférences chromatiques. « J'ai tout quitté pour venir ici », répondit-elle avec fermeté malgré le tremblement de sa voix. « Je n'ai plus rien à quoi revenir. » Il sortit quelques billets froissés de sa poche. « De quoi vous loger quelques nuits. » Le temps de trouver une solution, mais une voix grave coupa l'air tendu. « Voilà ta solution, Pierce, jeter de l'argent et espérer que le problème s'évapore. » Un homme grand apparut derrière Harold. Il portait des vêtements simples, mais d'une élégance discrète révélant une richesse certaine. Son visage hâlé racontait une vie au grand air, mais sa posture respirait l'autorité. « Ce n'est pas ton affaire, Maxwell, » dit Harold d'une voix hésitante. « C'est mon affaire quand je vois un homme que je connais depuis 15 ans agir comme un lâche. » Alexander Maxwell se tourna vers Amara. « Mademoiselle, je me présente, Alexander Maxwell. J'ai une propriété juste en dehors de la ville. » Amara hocha la tête, méfiante. La gentillesse, elle le savait, avait souvent un prix. « Si vous me le permettez, je vous offre un logement chez moi, le temps que vous décidiez de la suite. Ma gouvernante sera ravie d'avoir de la compagnie. » Harold pâlit. « Tu ne peux pas être sérieux. Que vont dire les gens? Les mêmes qui vivent grâce à mes terres, » répondit Maxwell avec un sourire glacial. Harold se figea. Car Alexander Maxwell n'était pas qu'un fermier, il possédait la moitié des terres fertiles de la région. Ce que personne n'imaginait à ce moment-là, c'est qu'Amara ne transportait pas qu'une simple malle. Elle portait un secret capable de bouleverser l'équilibre de toute la communauté. Un secret qui ferait regretter à Harold d'avoir jugé une femme sur la seule couleur de sa peau. Si cette histoire de dignité vous touche, abonnez-vous pour découvrir comment ce rejet cruel deviendra le point de départ d'un bouleversement inoubliable. Le domaine Maxwell n'était pas une simple ferme comme son propriétaire l'avait modestement présenté. C'était un manoir victorien majestueux, entouré de champs prospères et de pâturages paisibles où broutaient des chevaux de race. Alors que la calèche franchissait les grilles ornées, Amara, impressionnée mais prudente, observait les lieux. « Ici, les gens n'aiment pas le changement », expliqua Alexander. « Riverbrook a été fondé par des familles restées figées dans le passé. Harold n'est qu'un symptôme. » La gouvernante, Madame Foster, accueillit Amara avec courtoisie. Si sa présence la surprit, elle n'en montra rien. « J'ai préparé la chambre bleue, avec vue sur les jardins », dit-elle en la conduisant à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art précieuses. Le soir, autour d'un dîner élégant, Alexander raconta son passé. Fils d'un banquier et d'une enseignante militante, il avait hérité d'une fortune et de principes solides. Arrivé à Riverbrook 15 ans plus tôt, on le jugeait excentrique, trop riche pour être rejeté, trop différent pour être pleinement accepté. « Et vous, Miss Wilson, quel est votre parcours ?» Amara hésita. Mais le ton franc d'Alexander inspirait la confiance. « J'étais enseignante à Boston, littérature et histoire, dans une école pour filles noires. Elle a fermé faute de moyens. J'ai décidé de tout recommencer. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait hérité de son grand-père, ancien majordome, non seulement de l'argent, mais aussi des documents anciens qui pourraient remettre en question les droits fonciers dans la région. Elle les avait soigneusement dissimulés au fond de sa malle. Les jours suivants, Alexander lui offrit quelque chose de rare, de l'espace pour réfléchir. La bibliothèque du domaine était une mine d'or, et Amara s'y plongea, lisant tout sur l'histoire locale et les lois foncières. Une semaine après son arrivée, Riverbrook bruissait de rumeurs. Les visites au manoir se multiplièrent. Curiosité, hypocrisie,
Faux prétexte. Vous êtes devenu l'attraction locale, plaisanta Alexander. J'ai toujours été une attraction, monsieur Maxwell. La seule différence, c'est que maintenant je tiens une tasse en porcelaine, répondit-elle avec amertume. C'est lors d'une de ces visites que Harold réapparut, mal à l'aise. Je voulais juste voir si Miss Wilson allait bien, dit-il. Elle va très bien. Demandez-lui vous-même, répondit Alexander. Amara entra, transformée. Plus question de soumission, monsieur Pierce. Quelle surprise. Harold se tordait les mains. La communauté s'inquiète. Une femme noire, non mariée, chez un homme célibataire. Allez-y, finissez cette phrase, lança Alexander d'un ton glacial. Le comité envisage de collecter de l'argent pour qu'elle retourne à Boston. Amara sourit, sans chaleur. Quelle générosité. Mais je reste. Indéfiniment. C'est impossible. Vous n'avez rien ici. J'ai un emploi, dit-elle calmement. Mr. Maxwell m'a nommé bibliothécaire. Harold se tourna vers Alexander furieux. Elle est instruite et compétente, répondit-il. Ma bibliothèque n'a jamais été aussi bien gérée. Ce qu'Harold ignorait, c'est que cette bibliothèque contenait aussi des registres de terre et des secrets que les familles fondatrices préféreraient oublier. Quand il repartit, humilié, Alexander observa son départ. Il essaiera de vous nuire. Amara acquiesça, déterminée. Qu'il essaie. Pendant qu'il parle, moi je creuse. Car dans le silence feutré de la bibliothèque, Amara recomposait un puzzle. Les Pierce et autres familles avaient bâti leur fortune sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Et pendant que les langues se déliaient sur la femme noire du manoir Maxwell, elle préparait dans l'ombre une vérité explosive. 2 semaines plus tard, la salle de la mairie débordait. Familles fondatrices, commerçants, fermiers, tous rassemblés après un appel d'urgence. Au centre, Harold fulminait. C'est une honte. Maxwell héberge ouvertement cette femme. Les familles décentes sont inquiètes. Puis les portes s'ouvrirent. Alexander entra, suivi d'Amara. Silence, merci pour l'invitation, lança Alexander d'une voix assurée. Mais vous vous trompez. Miss Wilson n'est pas mon invitée. Elle est ici en tant que représentante légale dans une affaire qui vous concerne tous. Harold rit jaune. Représentante légale, une femme noire sans autorité. Maxwell, tu perds la tête. Amara ouvrit calmement sa mallette. En réalité, monsieur Pierce, en plus d'être... Silence de plomb. Tous les regards sont tournés vers Amara. Elle reste droite, la voix calme mais tranchante. Amara, ouvrant son dossier méthodiquement. En plus d'être institutrice diplômée de Boston, je suis également la petite fille de Charles Wilson, majordome durant 42 ans dans la demeure de la famille Withers. Ces mêmes Withers dont les terres ont été illégalement transférées à certaines familles fondatrices de cette ville après leur départ précipité durant les années de reconstruction. Des murmures parcourent la salle. Une vieille femme, dans l'assemblée, baisse les yeux. Alexander Maxwell, les mains croisées derrière le dos. Et ces documents, que Miss Wilson détient légalement, prouvent que plusieurs hectares de terre, aujourd'hui exploités par les familles Pierce, Cartwright et Millen, ont été acquis par fraude et manipulation d'actes notariés. Harold Pierce, allaitant, rouge de colère. Des mensonges. Ces documents sont sans valeur. Ce ne sont que des papiers jaunis d'un autre temps. Amara, les yeux dans ceux d'Harold. Alors pourquoi tremblez-vous, monsieur Pierce? Ces papiers jaunis portent la signature du juge Rutherford et le sceau original de l'État. J'ai déjà déposé une copie certifiée auprès du cabinet de l'avocat Monroe à Boston, ainsi qu'une requête auprès de la commission de révision des titres fonciers. Silence de mort. Les familles fondatrices se regardent, paniquées. Ce que j'avais découvert dans la bibliothèque Maxwell allait bien au-delà de ce que j'imaginais. Riverbrook avait été bâti sur le vol, le mensonge et la peur. Et moi, la femme noire qu'on avait voulu chasser, j'étais maintenant celle qui détenait la clé de leur passé. Alexander et Amara discutent sur la terrasse face au soleil couchant. Le vent soulève légèrement la nappe de la table en fer forgé. Alexander, sombre, ils vont se battre. Peut-être pas avec des armes, mais avec leurs amis en haut lieu, leurs avocats, leurs insinuations. Es-tu prête pour ça? Amara, yeux brillants. Je suis née prête. Toute ma vie, j'ai dû justifier ce que je suis, ce que je vaux. Cette fois j'ai les faits de mon côté, et je ne suis plus seul. Le regard d'Alexander se radoucit. Il pose doucement sa main sur la sienne. Harold Pierce s'entretient avec un homme au téléphone, son visage marqué par la panique. Harold, non, non, ce n'est pas possible. Vous devez pouvoir bloquer ce dossier, invoquer l'ancienneté, la prescription, quelque chose. Voix au téléphone, avocat. Monsieur Pierce, si les documents sont authentiques, nous ne pouvons rien faire. Et, vous devez savoir que la presse de Boston a été informée. Harold claque le téléphone, blanc comme un linge. Amara installe des livres sur une étagère. Mrs. Foster entre avec une lettre.
MRS. Foster, une autre invitation. Cette fois du comité culturel. On dirait qu'ils veulent vous intégrer à leur cercle. Amara, ironiquement. Le même comité qui voulait m'envoyer dans le premier train pour Boston, MRS. Foster, chaleureuse. Les choses changent. Surtout quand la vérité éclate. Et vous avez fait bien plus que ça, vous les avez forcés à vous voir. Alexander et Amara marchent côte à côte. Le silence est doux, complice. Alexander, tu pourrais aller n'importe où, Amara. Repartir, enseigner de nouveau. Mais, si tu voulais rester, vraiment rester, je te proposerais plus qu'un emploi. Je te proposerais un futur. Amara, surprise, touchée. Je ne sais pas encore ce que je veux, mais je sais ce que je mérite. Et c'est d'être choisi pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Alexander, et moi, je choisis exactement cela. Leurs mains se rejoignent dans le silence doré du crépuscule. Je n'étais pas venu à Riverbrook pour devenir un symbole. Je voulais juste une seconde chance. Mais parfois, le destin a d'autres projets. J'étais venu pour fuir une injustice, et j'ai trouvé la vérité. Et avec elle, la possibilité d'un avenir, pour moi, pour d'autres après moi. Parce que la dignité ne se négocie pas. Cette histoire vous a touché? Dites-nous en commentaire ce que vous feriez à la place d'Amara. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car le combat d'Amara ne fait que commencer.